Le plus ancienne assignée à résidence de France, condamnée en appel à 6 ans de prison et une interdiction définitive du territoire. C'était en 2005 pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. L'accusé risque gros, jusqu'à 3 ans de prison ferme pour s'être présenté en retard à 2 de ses 12 000 contrôles judiciaires. Comme lui, une cinquantaine de personnes en France pointent 3 fois par jour, victimes du soupçon. Elles étaient une centaine sous l'état d'urgence. Dans le cas de Kamel Daoudi, ce qui est encore pire, et c'est pour ça qu'Amnesty parle bien de privation de liberté, non pas simplement de restriction de liberté, c'est que ça fait 12 ans désormais que Kamel Daoudi est assigné à résidence sans aucune perspective que sa situation s'améliore. Si les autorités ne changent pas leur approche, Kamel Daoudi pourrait rester assigné à résidence pendant 10, 15, 20 ans, éloigné de sa famille, et donc bien évidemment ça a un impact psychologique sur la personne extrêmement destructeur. Disons que je suis quelqu'un qui est un peu dans un no man's land juridique, administratif. Et j'ai souvent l'habitude de me définir un petit peu au carrefour entre Hugues Leroy et le procès de Kafka. Kamel Daoudi, je t'ai invité pour ce livre que je viens de lire. Alors, je te signale qu'à partir de maintenant, tout ce que tu vas dire peut être retenu contre toi, puisque cette conversation est enregistrée dans le cadre des émissions que je fais sur Blast. Donc, tu m'as envoyé ton livre qui est un petit livre d'une centaine de pages, mais c'est une grosse histoire. C'est un livre, moi qui connais ton histoire, et je pense bien la connaître, pour te connaître depuis quelques années maintenant. J'ai fait un documentaire sur le traitement des gens qui sont associés à Daesh dans des affaires de terrorisme. J'ai cherché à savoir qui se cachait derrière ces visages. Qui sont ces fichiers S, passés par la case prison, présentés comme des monstres par les médias, la justice ou les politiques. J'ai suivi ton histoire dans les médias depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc, je pensais pas, 17 ans après ta première incarcération, te retrouver comme ça en direct live de la bibliothèque d'Aurillac pour parler de ce livre que tu as écrit, donc qui s'appelle « Je suis libre dans le périmètre qu'on m'assigne ». Je trouve ça un très beau titre. C'est édité aux éditions du Bout de la Ville. Je sais pas, que tu m'expliqueras qui est cet éditeur. Et pour que les gens se situent, c'est un livre qui est vendu 10 €. Je vous invite à le lire parce que ça raconte une histoire qui est assez extraordinaire et c'est fait par petites nouvelles, par petite histoire, et il y a à chaque fois, dans chaque histoire, il y a des choses qui sont écrites d'une manière assez blanche, assez factuelle, et puis il y a toujours une petite touche où on se rend compte de la folie kafkaïenne, je sais pas comment la décrire, dans laquelle tu es. C'est à la fois des nouvelles que toi tu avais écrit le temps de ce qu'on peut appeler ton incarcération, puisque tu as fait, je crois, 6 ans et 9 mois de prison, mais depuis maintenant plus de 10 ans, t'es assigné à résidence sans avoir le droit de sortir, avec des grosses difficultés pour voir ta famille, etc. Et ce qui apparaît le plus étonnant dans le livre, c'est qu'on comprend la prison mentale dans laquelle tu es. Et on se dit, mais comment tout ça va... Comment tout ça va s'achever? Enfin, il faut bien qu'il y ait une fin à un moment, quoi. C'est un supplice intolérable ce que tu vis, quoi. Et je commence par le dire, quoi. Et ensuite, je voudrais qu'on chemine ensemble le long du livre. Alors, pourquoi tu fais ce livre? Enfin, qu'est-ce qui dans ta tête l'a déclenché? Et quel est cet éditeur qui a travaillé avec toi? Alors moi, ce livre, en fait, c'est le fruit d'une rencontre. Donc, un des éditeurs, deux des éditeurs, notamment des éditions du Bout de la Ville, qui sont Floréal et Pierrot, donc qui ont pris contact avec moi et qui m'ont dit qu'ils souhaitaient faire un bouquin qui raconte un peu mon histoire. Mais ce bouquin-là, en fait, ils voulaient l'organiser de manière à raconter des choses que j'ai déjà racontées dans des blogs ou dans des courriers. Et c'est tout le travail d'édition, le mettre en forme de manière à ce qu'il soit compréhensible de tout un chacun. Donc c'est ça un peu l'idée de départ du livre. Moi, de mon côté, comme tu le rappelais tout à l'heure avec quelques petites corrections que je vais t'apporter, effectivement, ça fait 21 ans en fait que je vis toute cette odyssée-là. Donc il y a eu effectivement 6 ans et 9 mois d'incarcération.
et plus de 14 années d'assignation à résidence. Donc on en est à 21 ans. Depuis le 21 avril de cette année, là, en fait, j'ai fêté, si j'ose dire, mes 21 ans d'enfermement sous différentes formes, qui ont été la prison, le centre de rétention administrative et enfin l'assignation à résidence. Et donc, moi, j'arrive... en fait, j'ai pratiquement épuisé toutes les voies de recours en France. Donc, je suis allé à la fois devant le tribunal administratif, la Cour de cassation, le Conseil d'État, même le Conseil constitutionnel, bien sûr la Cour d'appel. Et en fait, récemment, la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel de Paris qui s'était prononcée sur ma 3e demande de relèvement en IDTF. C'est-à-dire que j'avais demandé à ce que moi, l'interdiction du territoire français qui m'est faite maintenant depuis 14 ans soit levée, puisqu'elle n'a plus aucune raison d'être. À partir du moment où je suis installé en France depuis l'âge de 5 ans, et particulièrement ancré, puisque j'ai ma famille qui est française, ma femme et mes enfants sont français, et mes enfants sont tous nés sur le territoire français. Et donc la mesure d'assignation à résidence, qui au départ est une mesure qui est censée être provisoire, commence à s'installer dans le temps et à devenir une mesure définitive qui ne dit pas son nom. Donc moi, je suis à un moment de ma vie où j'ai fait des recours auprès de l'ensemble des instances nationales, et j'ai fait également un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'est prononcé le 3 décembre 2009 et qui a demandé à la France de surseoir à mon expulsion du territoire français et donc à faire en sorte que je reste sur le territoire français. Et donc, en fait, ce double dispositif, c'est-à-dire cette double décision de vouloir m'expulser et en même temps de ne pas pouvoir mettre en œuvre cette expulsion, et donc instaurer une mesure administrative qui est celle de l'assignation à résidence, fait que je me retrouve dans un cercle vicieux. Je me retrouve dans une espèce de no man's land juridique qui ne dit pas son nom. C'est pour cette raison que tu as mis un labyrinthe en couverture de ton livre. Oui, alors cette illustration, j'aimerais rendre hommage à la personne qui l'a faite. Alors, elle ne veut pas qu'on cite son nom, donc je vais respecter son choix. Mais l'illustration est très belle et on la retrouve effectivement sur la couverture du livre et également sur les petites vidéos qui tournent de la promotion. C'est quoi c'est une écriture en arabe, ça, c'est ton nom ou c'est Oui, quoi? ça en fait c'est la calligraphie de mon prénom en arabe qui est Kamal. Donc l'écriture arabe a cette particularité qu'on peut placer les lettres un petit peu comme on veut, donc ça fait un peu du dessin. Ouais, non, c'est là. Ouais, et là, en fait, c'est mon prénom qui signifie en arabe plénitude. Mais je pense qu'il en faut je sais pas s'il faut de la plénitude, mais en tout cas, il faut il faut du courage et il faut croire en soi, il faut avoir une force très particulière pour supporter et résister à cette adversité qui s'est développée contre toi au fil de ces années. Tu vois, je t'ai volé 4 ans, là, c'est fini 21 ans, mais déjà, même 17 ans, c'était déjà tellement énorme. Alors, j'aimerais qu'on se mette dans la peau des gens qui ne te connaissent pas, parce que on comprend rien à ton histoire si on revient pas à l'origine. Ton voyage en Afghanistan, les Twin Towers avec Ben Laden et tout ce qui se passe. Tu dis un moment dans ton livre, je crois que c'est tout au début, tu dis il y a 17 ans, je me suis retrouvé bien malgré moi au cœur impliqué à tort. Moi, je peux aussi confirmer que je pense que tu n'as, quand je dis que je pense, c'est parce que j'ai lu les dossiers d'instruction. Je sais comment ça s'est fait. Enfin, tu t'es retrouvé impliqué dans le projet d'attentat contre l'ambassade des USA à Paris. On a appelé ça l'affaire Bégal, enfin du nom de je sais plus son prénom. Le principal protagoniste, Jamel Bégal. Jamel Bégal. Donc, j'aimerais que tu nous expliques. Donc, c'est un dossier qui a été instruit par Bruguière et Ricard, qui aujourd'hui est à la tête de la cellule antiterroriste. Donc, c'est des magistrats que tu connais qui ont eu à traiter ton dossier. Est-ce que tu pourrais raconter comment tu te retrouves là-dedans? Tu pars en Afghanistan, tu reviens. Qu'est-ce qui se passe? Tu te fais arrêter. Enfin, pour que les gens comprennent, c'est ce piège infernal. Comment il se referme?
sur toi en cette année 2001? Alors en 2001, en fait, moi je suis employé pour une SS2I dans le quartier de la Défense en région parisienne. Donc là, j'ai un poste. Une SS2I, c'est une société. Alors c'est une société d'informatique en fait qui fait. C'est une société d'informatique qui fait de la sous-traitance en fait pour des grosses boîtes. Donc là, c'était une filiale, une grosse filiale en fait d'une société, et donc je me retrouve avec un poste d'ingénieur d'études en informatique. Donc là, je travaille à la Défense, dans le quartier de la Défense, j'entends. Et puis bon, là, je suis un petit peu dans une situation pas très où psychiquement je suis pas bien, quoi. C'est-à-dire que je suis mon couple bat un peu de l'aile. À l'époque, je suis marié avec une ressortissante hongroise qui vient de s'installer en France récemment. Bon, j'ai une histoire familiale un peu chargée et je suis dans une espèce de recherche identitaire et au niveau du boulot, ça se passe pas non plus super bien. Bien que j'avais réussi enfin à trouver mon premier emploi stable, puisqu'auparavant j'étais en emploi jeune pour un cybercafé dans l'Essonne. Et donc là, après mes études donc en informatique et en génie mécanique, je trouve pour la première fois un emploi stable. Et paradoxalement, au moment où les choses commencent un petit peu à s'arranger pour moi sur le plan de l'emploi et sur, j'allais dire, le niveau social, eh bien, moi, je suis un petit peu, comment dire, je reste un peu sur ma faim et je sais pas trop comment m'insérer dans cette société française. On est donc après la guerre du Golfe, on est après la guerre civile en Algérie, hein, puisque je suis ressortissant algérien, et je me cherche un petit peu. Et donc là, je décide un petit peu comme ça de partir voir ailleurs, là où l'herbe me semblait plus verte à l'époque. Moi, je suis tombé amoureux d'un pays qui s'appelle l'Afghanistan et enfin toute la région générale de l'Indus que j'aime beaucoup au niveau de ses paysages, de son histoire qui est extrêmement dense et surtout de cette particularité historique de l'Afghanistan qui est que c'est l'un des rares pays de la sphère musulmane qui n'a jamais été colonisé. Donc il y a une espèce d'authenticité comme ça de la société, de la tradition, de la culture, de la civilisation, etc., qui m'attire beaucoup et je me dis que c'est là-bas que je pourrais un petit peu me ressourcer pour essayer de mettre un peu de l'ordre dans ma tête parce que voilà, moi je suis issu d'une famille, donc mon père a été torturé par des éléments de l'armée française pendant la guerre d'Algérie alors qu'il était adolescent. J'ai mon grand-père paternel qui a été tué par l'armée française parce que c'était un résistant, un combattant pour l'indépendance de l'Algérie et j'arrive en France en fait en 79 avec mon petit frère qui a 2 ans de moins que moi et comme ça je m'insère un petit peu dans la société française mais avec une espèce de comment dire de rupture au niveau de mes origines qui est assez violente parce que mon père ne m'explique pas toute cette histoire familiale très dense et dramatique et en même temps à l'adolescence et puis après quelques années après je me retrouve un petit peu pris dans un entrelacs de questionnements par rapport à mon identité en fait, notamment par rapport à ma part d'arabité, par rapport à ma part d'islamité, par rapport à ma présence en France dans un pays qui a quand même tué mon grand-père paternel et qui a torturé une grande partie de ma famille paternelle et maternelle. Après aussi la chute du mur. Te couper, ouais. Kamel, à ce moment-là, tu es très croyant, enfin ou tu te cherches encore, ou tu sais que tu... Je me cherche, c'est-à-dire que j'ai une pratique traditionnelle en fait. Ma mère, voilà, elle fait sa prière, elle jeûne le mois de Ramadan. Voilà, elle a une pratique comme pourrait avoir n'importe quel musulman en France. Mais c'est à ce moment-là aussi que je m'intéresse aux questions un peu politiques.
Et de fil en aiguille aussi aux questions un peu religieuses, parce que bon, j'ai fait un petit peu ma crise d'adolescence et ma crise, j'allais dire spirituelle, un peu à retardement. Oui, parce que je te pose cette question parce que j'ai rencontré depuis des gens qui t'ont connu avant ton départ en Afghanistan, qui me disaient que tu étais plutôt un fêtard, tu picolais. Donc c'est pour ça que je me dis, on est d'accord. Alors, et il y a une ouais, par rapport à ça. picoler, c'est un bien grand mot. Disons que ouais, j'ai eu une période, oui, où j'étais comme tous les jeunes hommes d'une vingtaine d'années, où voilà, la religion, c'était pas forcément comment dire, ma boussole immédiate, quoi, ma boussole évidente, j'allais dire. Et après, effectivement, ce questionnement un petit peu, comment dire, identitaire a fait que je me suis intéressé à une explication peut-être différente, quoi, de ma présence en France. Donc, mais c'est venu petit à petit. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai toujours fréquenté des gens de toute classe sociale, de toute comment dire, des gens qui étaient religieux, qui ne l'étaient pas. Enfin, j'ai été complètement inséré dans la société française en termes d'éducation, etc. Mais c'est en fait le choc violent, ça a été la guerre du Golfe et la guerre civile en Algérie. C'est là où je me suis senti un petit peu comment dire, stigmatisé. Et on m'a renvoyé en fait à mes origines, et c'est là où j'ai recherché en fait un petit peu qui j'étais. Et c'est là aussi que j'ai découvert un petit peu mon histoire familiale très difficile. Voilà, avec notamment ma grand-mère paternelle qui, alors qu'elle avait à peine une quinzaine d'années, avait été installée dans une espèce de nid d'aigle dans les Aurès. C'est des hauts plateaux en Algérie. Et mon grand-père paternel est parti résister. Enfin, il était dans les maquis. Il revenait la voir quand il pouvait, quand l'armée française lui laissait un peu de répit. Donc, il l'avait installée là, en plein milieu des montagnes, sans eau courante ni électricité. Et elle devait se débrouiller avec notamment mon père et mes oncles paternels. Lui avait appris à monter à cheval, à tirer à la carabine, à allumer un feu, enfin tous les rudiments pour pouvoir se débrouiller seul en plein milieu de la montagne, avec notamment des chacals qui tournaient autour. Donc elle avait quelques moutons, quelques chèvres, et puis c'est comme ça qu'elle subsistait, voilà, pour éviter les affres de la guerre d'Algérie qui a été particulièrement violente, notamment dans cette région qui est proche de la frontière tunisienne, donc qui est proche, qui est une région où il y a pas mal de logistique pour notamment acheminer les armes et les munitions, etc. Donc c'était une zone assez stratégique, la zone dont je suis natif. Donc tu es à la recherche de tes origines, et puis donc on est en 2001, je sais pas quoi, avril-mai, tu décides de partir à Kaboul. T'as un contact là-bas qui est Jamel Begal ou même pas? Non, même pas en fait. Je pars en utilisant des réseaux d'acheminement, un petit peu comme faisaient à l'époque les. Alors je vais donner quelque chose qui est peut-être plus parlant pour notre public, mais c'est un petit peu comme pendant la guerre d'Espagne en fait. Il y avait des gens qui utilisaient des réseaux qui étaient organisés, qui permettaient de faire passer des anarchistes, des gens de la gauche radicale, leur faire passer les Pyrénées pour aller faire le coup de feu contre le franquisme. C'est un peu ce même type de réseaux qui sont organisés au Pakistan et en Afghanistan, et qui ont servi d'ailleurs à l'époque de l'Union soviétique pour acheminer justement ceux qu'on appelait à l'époque des combattants de la liberté, c'est-à-dire des ressortissants de tous les pays arabes et musulmans qui allaient faire le coup de feu aux côtés des Afghans pour chasser l'envahisseur russe de l'époque. Donc là, c'est exactement le même type de réseaux qui sont utilisés, sauf que là, à l'époque, il n'y a pas vraiment de guerre, il y a juste une guerre larvée entre différents clans, entre différentes ethnies et entre différents groupes, dont les talibans, mais pas seulement. Il y a le groupe de Hakmatyar, il y a le groupe du commandant Massoud. Enfin, l'Afghanistan est un pays qui est très tribal
très morcelé. Donc voilà, en fait, c'est des réseaux d'acheminement de toutes sortes de. Quand tu y vas, tu sais quel groupe tu vas rejoindre ou tu y vas comme ça? Non, moi absolument pas. Moi en fait, j'y vais. Alors déjà, bon, à l'époque, c'est vrai que quand on en parle comme ça a posteriori, bah oui, on dit évidemment qu'est-ce qu'il allait faire là-bas, surtout après le 11 septembre. Parce que moi, j'y vais avant le 11 septembre, donc c'est un pays, j'allais dire, pas tout à fait normal. C'est pas un pays complètement en paix, mais c'est un pays relativement calme. Il y a une espèce de guerre civile larvée entre l'Alliance du Nord et puis les talibans qui commencent à s'installer et prendre tout le pays. D'ailleurs, la zone où je vais, moi, c'est l'une des dernières zones qui est tombée aux mains des talibans, puisque je vais dans la région de Jalalabad. Mais à cette époque-là, c'est un pays un peu failli, comme il en existe beaucoup en Afrique ou en Asie. C'est-à-dire, c'est un peu un pays comme le Mali ou comme la Centrafrique ou comme la Libye actuelle. Donc, c'est un pays où il y a pas vraiment d'autorité qui est incarnée sur l'ensemble du territoire et où il y a une espèce enfin, c'est des organisations tribales en fait qui prennent le relais et il y a des seigneurs de guerre ou des notables qui gèrent les territoires qui occupent de façon millénaire. Quand tu y vas, parce qu'on a parlé de toi comme étant l'informaticien de Ben Laden, on a parlé de toi comme non mais c'est vrai, j'ai lu des articles. Oui. Donc comment quelle est la part de réalité et pourquoi on va construire cette légende noire autour de toi? Ben alors, tu sais, pour qu'un mensonge fonctionne bien, pour qu'une propagande fonctionne bien, il faut qu'elle ait un fond de vérité. Alors effectivement, je suis informaticien, je suis pas si mauvais que ça en informatique, donc ça c'est une réalité. D'ailleurs, j'ai connu dans mon parcours pas mal d'éminents informaticiens, des gens qui étaient assez bons en la matière. Et oui, donc ça c'est une part de vérité. Mais alors après, là où ça devient complètement un fantasme, c'est qu'on me décrit comme un spécialiste en stéganographie et en cryptographie qui est chargé d'acheminer des messages codés pour le compte d'organisations terroristes. Et là, c'est du fantasme total. Et ça marche bien parce qu'à l'époque, il y a un récit. On est, tu sais, après le bug de l'an 2000. Donc, l'internet est relativement nouveau. Et puis, il y a tout ce fantasme du cyberespace qui est devenu un nouveau terrain de guerre et un nouveau terrain de jeu. Et qu'il s'agit et il s'agit de légiférer aussi sur toute cette partie-là. Alors maintenant, on a du recul, on voit ce que ça donne, ce qu'on appelle la technopolis, c'est-à-dire comment le cyberespace est devenu un enjeu de pouvoir et un enjeu de surveillance et de contrôle. Mais à l'époque, on est vraiment aux prémices. Internet c'est encore un peu le Far West. Et donc, moi, si tu veux, mon histoire personnelle, elle vient s'insérer dans une espèce de storytelling qui a le vent en poupe à l'époque. Et bien sûr, le fait marquant, c'est la conflagration du 11 septembre qui crée une psychose au niveau planétaire et qui fait que à cette époque-là, toute personne qui a été de près ou de loin dans cette zone qui est le Pakistan et l'Afghanistan est un suspect potentiel. Alors toi, en circonstance aggravante, entre guillemets, c'est que tu connais Jamel Begal et tu le rencontres tu le rencontres en Afghanistan ou Non, en fait, moi je le rencontre en Afghanistan, mais en fait lui, il était de la même ville que moi, il habitait à Corbeil-Essonnes. Et en fait, moi à l'époque, quand je le connais à Corbeil-Essonnes, c'est un commerçant qui vend, je crois, des chaussures au marché. Donc voilà, c'est pas le personnage qui va devenir après dans le bruit médiatique et puis dans les articles de presse qu'on connaît. Aujourd'hui, il est où, Jamel Begal? Il est incarcéré? Il est en liberté? Non, Jamel Begal, en fait, le principal protagoniste de toute cette histoire est libre. Donc, c'est-à-dire que celui qui a donné le nom à toute cette affaire-là, qui a été torturé quand même pendant plusieurs mois aux Émirats Arabes Unis, dans une prison secrète de la CIA, qui est le personnage principal de l'histoire et qui est celui qui m'a amené en quelque sorte dans cette histoire, puisque on a retrouvé mes coordonnées dans son agenda et dans son téléphone portable à l'époque. C'est comme ça que moi je me suis retrouvé mêlé à cette histoire. Alors au départ avec un statut de témoin assisté,
Et petit à petit, parce que j'étais pas assez coopératif au goût des enquêteurs, de témoin assisté, je suis passé à mise en examen dans ce qu'on appelle une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. C'est une longue périphrase pour dire qu'en gros, il y a rien, il y a même pas de projet terroriste. On est vraiment on va y revenir largement en amont de tout projet terroriste. Jamel Begal, dans le projet d'attentat qui n'a jamais eu lieu d'ailleurs contre qui n'a jamais eu lieu. Qui n'a jamais été objectivé. On connaît même pas la cible. C'est-à-dire que même les magistrats instructeurs, à un moment, disent on pense que c'est l'ambassade des États-Unis, mais avant de dire on pense que c'est l'ambassade des États-Unis, ils disent d'abord on pense que c'est le lycée américain. Enfin, non, mais on va y revenir. Un établissement. Ouais. Jamel Begal, il sent quand même un peu le souffle. Il est quand même lié à Ben Laden et à ces courants-là. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'il est terroriste? Alors moi, je ne lui connais aucun projet terroriste, donc je peux pas comme ça dire que c'est un terroriste puisqu'il n'a pas commis d'attentat, au sens propre du terme. Il n'a pas de sang sur les mains. Alors après, on l'a mis en examen dans un projet terroriste, mais qui n'a jamais été objectivé. Donc après, est-ce qu'il a des convictions religieuses très affirmé, etc. Oui, je pense, clairement. Est-ce qu'il a des convictions politiques très enracinées? Je pense aussi. Mais de là à le traiter de terroriste sans aucune preuve, je pense qu'il y a un pas à franchir. Il est salafiste, lui, ou il est cet ordre-là? On peut le décrire comme ça ou... Je ne sais pas comment lui-même se décrit. Mais bon, c'est quelqu'un pour qui la religion représente un pilier important de sa vie. Donc après, je ne sais pas à quel courant il s'affilie lui-même. Et puis bon, tu sais, maintenant ces mots sont devenus tellement démocratiques qu'on sait même plus ce qu'ils désignent. Donc moi, je serais bien en mal de te dire à quel courant de l'islam, radical ou pas, il appartient. Lui, je crois qu'il s'est fait arrêter récemment. Il a été expatrié en Algérie, non? Ou je me trompe? Et il est libre en Algérie en ce moment? Oui, en fait, il a été arrêté pour la première affaire, donc celle qui m'a valu, moi, c'est 6 ans et 9 mois d'incarcération. Et ensuite, il a été impliqué dans une seconde affaire qui a été rétrogradée, c'est-à-dire qu'au départ, c'était également une affaire soi-disant de terrorisme, et puis c'est devenu une affaire de droit commun sur une histoire de tentative d'évasion. Mais là aussi, l'affaire est assez trouble, assez bizarre. Il y a énormément de personnages et on ne sait pas qui a fait quoi. C'est vraiment très mal embouché. Donc ça lui vaudra, je crois, plusieurs années de prison supplémentaires. Et donc suite à cette seconde incarcération, donc en fait après sa première incarcération, il est assigné à résidence pendant 1 année et donc il subit une seconde incarcération et là il refuse d'être de nouveau assigné à résidence parce que c'est ce qui est prévu au départ et il demande à repartir en Algérie. Et donc là en Algérie, il reste au secret pendant plusieurs jours dans l'équivalent du sein des seins des services de renseignement algériens. Et donc quelques jours après, il est emprisonné, il est mis en détention provisoire pour une ancienne affaire et il est finalement relaxé. Ouais. Et donc il est libre maintenant depuis plusieurs années. Dans ton livre d'ailleurs, je dis ça pour faire une sorte de coupure pour que les gens se rendent compte. Sur ton 4e de couverture, tu écris j'ai refait mes comptes. Je te dis ça parce que finalement, on se dit que ton sort est peut-être encore moins enviable que celui de Jamel Begal, quoi, qui finalement, lui, aujourd'hui, est libre, alors que toi, tu ne l'es pas. Ouais. Enfin, enviable, je sais pas, hein, parce que lui-même a été torturé, il a subi des tortures atroces, hein, dignes de celles qu'on a pu voir à Guantanamo ou à Bordeaux. Ouais. Donc moi, j'ai pas eu ce sort quand même qui est très peu enviable. Mais effectivement, le seul dans cette affaire qui reste encore avec un fil à la patte, c'est moi. Tu écris sur la couverture de ton livre,
J'ai refait mes comptes, je suis assigné à résidence depuis le 24 avril 2008, soit depuis 13 ans, 10 mois et 23 jours, c'est-à-dire 5075 jours. Sur ces 5075 jours, j'ai effectué 256 jours de prison ferme, 126 jours pour m'être éloigné de 18 kilomètres de mon lieu d'assignation à résidence et 130 autres jours pour 25 minutes de retard à mon couvre-feu. J'ai effectué 26 040 pointages au poste de police ou de gendarmerie. J'ai parcouru 57 759,8 kilomètres, soit près d'une fois et demie la circonférence de la Terre, 40 075 kilomètres, tantôt à vélo, tantôt à pied. C'était chaque fois pour aller pointer à la gendarmerie. Je t'avais d'ailleurs rencontré à Saint-Jean-d'Angély. Oui, pointer, ouais. Parce qu'il faut dire que chaque 2-3 ans, on te fait changer de ville. Donc quand je parle de supplice, je pèse mes mots. Donc revenons à 2001. Donc là, tu es en Afghanistan, tu croises Bégal, et puis tu as la très mauvaise idée de rentrer en France via Londres, je crois. Oui, c'est ça. Vers le 20 septembre 2001, une dizaine de jours après. Non, avant, moi, je suis rentré en fait à l'été 2001. Ah oui, pardon. Et donc, je rentre donc en Grande-Bretagne parce que c'est de là-bas que je pars. Je pars avec un billet ouvert sur une année parce que je compte pas rester là-bas. Donc, je compte faire un séjour, mais je sais pas combien de temps il va durer. Donc, paradoxalement, c'est ça aussi qui a pesé aussi dans la balance parce que les enquêteurs m'ont dit mais pourquoi vous avez pris un billet ouvert? J'ai dit parce que je ne savais pas combien de temps j'allais rester là-bas. Donc, ne connaissant pas le pays, j'ai préféré prendre mes arrières et prendre un billet en étant sûr de vouloir revenir. Et eux, ils ont considéré que c'était justement un aveu qu'il y avait bien un projet derrière tout ça, puisque la date de retour n'était pas fixée. Ouais, non, ce qui est dingue, c'est donc il y a plein de petits détails comme ça qui m'ont desservi et qui les uns ajoutés aux autres ont fait que c'est comme tu vois quelqu'un qui est pris dans une nasse, plus il se débat et plus il se. Oui. Et moi, c'est-à-dire que dans la nasse. Les gens qui nous écoutent peuvent peut-être penser que oui, il n'y a pas de fumée sans feu, ce genre de choses, etc. Et moi, la raison pour laquelle, quand j'ai reçu ton livre, j'ai eu envie de t'inviter, c'est parce que j'ai fait un documentaire il y a 4 ou 5 ans qui s'appelle Ennemi public, où j'ai reconstitué les itinéraires de différentes personnes, à mon sens, injustement accusé de terrorisme et dans ton histoire c'est très flagrant quoi. Quand on lit ce que j'ai fait, le dossier d'instruction, les jugements qui t'ont condamné, etc. Et quand on voit l'absence de preuves, on ne peut être qu'édifié par ce qui t'est arrivé quoi. Donc j'atteste de ça aujourd'hui quoi. Je pense que on en a déjà parlé, tu en avais parlé dans mon film, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu as été, et je demande aux gens de me croire, ou les gens qui me croient pas, ils peuvent regarder le film ou ils peuvent se renseigner sur Internet. Tu as été une sorte de victime utile ou d'idiot utile de la lutte contre le terrorisme. Et ce qui est un peu, peut-être tu veux en dire un mot, ce qui est un peu, pas à la gloire de la justice française, c'est de voir que des magistrats instructeurs, on les a cités tout à l'heure, Bruguière, mais aussi Ricard, se sont servis de toi comme gage auprès des États-Unis. Tu veux en dire un mot sur cette période-là et la manière dont s'est déroulée l'instruction? Oui, en fait, à un moment, il y a Julian Assange qui actuellement est encore au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, et qui risque d'être expulsé vers les États-Unis. Donc Julian Assange, je crois que c'était en 2003 ou en 2005, je ne sais plus exactement, a sorti les fameux câbles diplomatiques où il a révélé un certain nombre de documents officiels entre les officiels américains et toutes sortes de politiques, de notables, d'agents du renseignement, enfin d'officiers du renseignement, etc. Donc des courriers officiels qui étaient échangés ou des notes de service, etc. Et donc ces câbles diplomatiques, il sort notamment une espèce de rapport qui est consigné par l'ambassade des États-Unis à Paris. Et qui dit clairement en fait que les juges Bruguière et Ricard ont obtenu notre condamnation du fait
de leur notoriété comme juge antiterroriste à la Galerie Saint-Éloi. C'est écrit noir sur blanc et vous pouvez juste taper mon nom ou le nom de Jamal Begal. Pourquoi leur notoriété a pu... quel est le rapport entre leur notoriété et le fait que tu étais... Eh bien, les services de renseignement français, notamment la Galerie antiterroriste, a toujours défendu le fait qu'il y avait des attentats d'une gravité énorme qui devaient se produire à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Donc il y avait des éléments qui étaient vrais, qui étaient factuels, notamment ceux qu'on a appelés le Millennium Plot, c'est-à-dire c'était un attentat qui devait avoir lieu soit au Canada, soit aux États-Unis à l'époque du passage à l'an 2000, et qui aurait été déjoué par les services de renseignement canadiens et américains suite à des informations des services de renseignement français. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit la légende. Et donc, Bruguière et Ricard, en fait, c'est eux qui sont à l'origine de ce dispositif qu'on appelle l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et qui ressemble beaucoup, en fait, aux lois scélérates. C'est-à-dire qu'on va créer toute une législation qui permet d'arrêter des gens qui n'ont même pas l'idée d'un quelconque projet avant même que ce projet ne puisse aboutir et avant même qu'il y ait un quelconque attentat. On va les interpeller sur la base de rencontres, sur la base d'échanges téléphoniques et c'est ce dispositif-là qui va permettre de neutraliser des soi-disant réseaux qui ont vraiment existé et d'autres qui sont de survue de l'esprit. Si je me fais l'avocat du diable et de ces magistrats qui sont condamnés, on pourrait considérer qu'effectivement l'instruction est mal foutue, il n'y a pas de preuve, mais tu es quand même condamné en première instance à, je sais plus, 9 ans de prison, je crois. 9 ans, c'est ça. Oui. Dans quelles circonstances? Pourquoi est-ce que le procès n'a pas été équitable? Parce que tu as été condamné à 9 ans en première instance. La peine a été réduite, ce qui est d'ailleurs assez étrange, à 8 ans. À 6 ans. À 6 ans. En deuxième instance. 6 ans. Donc, il y a eu un tiers de peine en moins en appel, et sachant que j'avais déjà exécuté une part substantielle en détention provisoire, puisque dans ce type d'affaires, on te met d'abord en prison et puis ensuite on te juge. Et donc, bien sûr, on retire le nombre d'années de prison que tu as effectué avant d'être jugé, donc depuis la garde à vue, en fait. Et donc, moi, lorsque je suis jugé définitivement en janvier 2006, j'ai déjà effectué plus de 4 ans, puisque je suis mon incarcération en France commence le 3 octobre 2001. Donc, du 3 octobre 2001 jusqu'à janvier 2006, où la peine est prononcée devant la Cour d'appel de Paris, eh bien, j'ai effectué une part substantielle de la peine à laquelle j'ai été condamné. Et moi, j'interprète cela comme une manière de botter en touche en disant, on l'a condamné à ce qu'il a déjà effectué. Donc, c'est un peu un aveu, justement. Et en première instance, on t'a condamné quand même assez lourdement. Comment s'est passé ce premier procès? Ce premier procès, il était... souviens-toi, c'était il y avait plusieurs attentats, notamment en Espagne, en Europe, en général. Donc il y avait tout ce contexte qui était pas du tout favorable. Donc notre parole de toute façon était inaudible. C'est-à-dire on avait beau dire, mais nous on a rien fait, on n'a aucun projet, etc. Notre voix ne portait pas. Malgré tout, il y a eu quand même quelques articles de presse, notamment dans le quotidien Le Monde ou le magazine L'Express, je crois, où il y avait certains journalistes courageux qui avaient expliqué quand même qu'il n'y avait pas de preuves. En gros, que les preuves, comme tu disais tout à l'heure, on les attend toujours. Mais ça n'avait pas été suffisant pour justement nous permettre d'avoir droit à un procès équitable. Et donc, un procès équitable, ça signifie que s'il n'y a pas de preuves, normalement, il n'y a pas de condamnation, en tout cas pas à des peines aussi lourdes. Ce qu'il faut comprendre dans ta situation, c'est la raison pour laquelle tu es assigné, c'est que une fois que tu effectues ta peine, on est sous Sarkozy, je crois, c'est 2008.
C'est Sarkozy qui est président ou je me trompe? Ouais, oui, il me semble. Ouais. Enfin, soit il est ministre de l'Intérieur, soit président. Ouais. Ouais, c'est les lois où on expulse assez facilement les gens qui ont une double nationalité. Et là, bien sûr. on veut t'envoyer en Algérie. Et toi, tu fais un recours à la Cour européenne des droits de l'homme qui interdit de t'envoyer en Algérie. Donc, tu es assigné administrativement à résidence à cette date-là, quoi. Mais là, à ce moment-là, tu te dis, j'ai évité l'expulsion parce que tu crains, en allant là-bas, d'être pour le coup torturé en Algérie parce que t'es pas un client. T'as la réputation de terroriste quand même si tu vas là-bas. Bah oui, à partir du moment où on t'a collé cette étiquette-là d'islamiste ou de terroriste, ça y est, quoi. Je veux dire, t'es un bon client pour les services de renseignement algériens qui, à l'époque, ne faisaient pas dans la dentelle. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a des gens qui effectuent des peines de prison de plusieurs mois, voire d'une année, juste pour avoir critiqué le président ou le Premier ministre ou je ne sais quel notable. Voilà, juste pour avoir fait un post sur Facebook, ils peuvent être exposés à des condamnations de plusieurs mois, voire quelques années de prison. Donc, et y compris d'ailleurs si c'est simplement le citoyen, je veux dire qu'il n'a même pas d'appartenance militante ou politique. À ce moment-là, en 2008, quand il y a la décision de la Cour d'appel, de la Cour européenne des droits de l'homme, tu n'as encore pas rencontré ta femme, tu n'as pas commencé à fonder une famille, ou comment ça se fait? T'es déjà assigné à résidence? Oui, je suis assigné à résidence en fait le 25 avril 2008. Et je rencontre ma femme très peu de temps après, en Creuse, parce que c'est là où je suis assigné à résidence pour la première fois, dans une petite ville qui s'appelle Aubusson, qui est connue pour ses tapisseries qu'on voit dans tous les ministères, à l'Élysée, etc. Donc voilà, c'est dans cette petite ville que je fais la connaissance de ma femme, qui va devenir aussi la mère de mes 3 enfants, et qui a également une autre fille qui à l'époque, moi où je la rencontre, elle a 4 ans, maintenant elle en a 19. Je sais, tu en parles dans ton livre, il y a des scènes qui sont très touchantes. Si on pouvait un peu en parler. D'ailleurs, tu écris page 11, tu dis être assigné à résidence, c'est avoir les principaux inconvénients du prisonnier sans avoir les caractéristiques distinctives de l'homme libre. C'est être captif d'une administration mise sous tutelle par un État, bien qu'étant adulte et sain d'esprit, constamment entre 2 eaux et sans aucun statut réel. On voit bien une sorte de prison mentale, c'est ce que tu expliques. Ce que je voudrais comprendre, c'est pendant pratiquement 7 années, tu es un homme seul à affronter tout ça. Tu vas faire aussi des quartiers de haute sécurité, tu vas être à l'isolement. C'est extrêmement dur à vivre, mais tu as une force en toi qui tu tiens. Il y a très peu de moments où tu lâches prise. Bah, je tiens déjà parce que moi je me considère comme innocent par rapport à tout ce qui m'arrive, donc ne pas tenir, lâcher, c'est quelque part un aveu de faiblesse, quoi. Donc je suis obligé de ferrailler, et depuis le premier jour de ma garde à vue jusqu'à aujourd'hui, il est hors de question pour moi de m'avouer vaincu, parce que je n'ai rien à voir dans l'histoire qu'on a tressée, qu'on a brodée autour de moi. Et donc c'est ça qui me fait tenir, c'est ça qui me donne cette force de caractère. Alors après, rien n'empêche d'avoir des hauts et des bas, ça malheureusement c'est inéluctable. Et effectivement, je connais des conditions d'incarcération qui sont extrêmement délétères, puisque je me retrouve au quartier d'isolement pendant près de 4 années, donc dans des cellules de 6 à 7 mètres carrés, et dans des conditions très spartiates, avec quelquefois aucune visite de ma famille, et très éloigné de mes avocats pour m'empêcher de préparer ma défense correctement, avec des tabassages en règle de la part de certains surveillants de l'administration pénitentiaire. Donc je connais vraiment une forme d'ostracisme et une forme même de racisme parfois qui est très très marquée. Mais j'en ressors sans trop coup faire rire. J'ai pris quelques coups, mais pas au point d'être achevé, quoi. Et donc en plus, à l'issue de cette incarcération, je me retrouve en centre de rétention administrative, donc au CRA de Vincennes, juste à côté de l'école de police de Paris. Et là aussi, je vois des choses qui sont terribles, quoi, avec des gens qui ont juste le malheur d'être des sans-papiers et qui se retrouvent expulsés manu militari vers leur pays d'origine, alors qu'ils ont construit une vie en France, qu'ils ont des attaches en France, qu'ils ont travaillé, payé leurs impôts en France.
et qui se retrouvent comme ça du jour au lendemain à être éloignés du territoire, une main devant, une main derrière. Alors, ouais. Et donc, quand tu te retrouves, ta première assignation, c'est donc Aubusson? Aubusson dans la Creuse. La petite ville dans la Creuse, on peut difficilement trouver. Il y a plus de vaches que d'habitants, on peut le dire. Hein. Ouais. Et là, parmi les habitants, il y a une habitante et oui. tu peux, parce on se dit, le type, il est accusé de terrorisme, assigné à résidence, il a une réputation qui le dépasse. Ce que je sais, c'est que dès que tu arrives dans une ville, tu te prends des manifs ou des maires qui commencent à se dire qu'est-ce que c'est que ce terroriste, etc. Et par contre, il y a une lumière dans tout ça. Il y a cette femme qui est professeure. Comment, tu peux nous dire comment se fait la rencontre et comment, sans rentrer dans ton intimité, mais on va simplement, en fait, elle est professeure des écoles. Elle a donc elle a une fille d'une précédente union qui à l'époque, moi je la rencontre, elle a 4 ans. Et puis on se croise un beau jour et puis on commence à discuter. Moi je raconte mon histoire, elle me raconte son histoire de son côté. Et puis voilà, petit à petit on se plaît, on s'apprécie. Et voilà, moi je lui dis tout de ma situation. En fait, je ne lui cache rien et voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, on a une relation amoureuse et qui va devenir, on va s'unir et avoir des enfants ensemble. Et c'est elle qui va me soutenir bon an mal an pendant toute mon odyssée. Et elle vient aussi, je veux dire, en plus, c'était une rencontre assez improbable, puisque moi, mes grands-parents, en fait, ils ont fait le coup de feu pendant la guerre d'Algérie, du côté des indépendantistes algériens. Et elle, son grand-père paternel était soldat dans l'armée française, et donc il a participé notamment à la guerre d'Algérie, auparavant à la guerre d'Indochine. Et encore avant, il était résistant puisque à l'âge de 17 ans, il y a un SS qui l'interpelle, qui lui veut du mal. Lui, il se saisit de la dague du SS, il le plante avec la dague du SS, il laisse le soldat SS pour mort. Et là, il se cache et il sait pas comment faire. Et c'est comme ça qu'il rentre dans un réseau de résistance dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, ma foi, ayant fait ses premières armes dans des conditions assez rocambolesques, il n'a pas beaucoup d'études et donc il décide d'aller dans l'armée. Et c'est comme ça qu'il va faire toute la coloniale avec l'Indochine et l'Algérie, mais malgré lui, j'allais dire, parce que son père c'était un communiste, j'allais dire canal historique, qui n'aimait pas beaucoup l'uniforme. Tu l'as rencontré? Tu l'as rencontré? Alors moi, j'ai pas eu la chance de le rencontrer parce qu'il est décédé en fait avant que je rencontre mon épouse. Mais ma femme donc m'en a beaucoup parlé et c'était pour elle, alors c'était pas mon père ce héros, mais mon grand-père ce héros. Donc c'était quelqu'un qui malgré une carrière de militaire avait sauvé des civils en Indochine qui étaient menacés par le Viet Cong, qui avait toujours, même pendant la guerre d'Algérie, il avait été toujours respectueux des populations civiles et donc c'était pas un salaud quoi. Et puis en plus il a toujours considéré la hiérarchie militaire comme des gens il pensait que ces gens-là c'était des planqués quoi et que les vrais, ceux qui avaient vraiment fait la guerre, c'était des gens comme lui et des camarades des frères de guerre quoi. J'imagine que pour revenir à Aubusson, que ça n'a pas dû être évident pour elle de te présenter à sa famille ou pour toi de t'intégrer dans la Creuse, mais pourtant j'ai l'impression que tu y es parvenu quoi, par ta manière de t'exprimer, par une sorte de sincérité. Les gens, je sais pas comment ça s'est passé. Alors ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Bien sûr, il y a les appréhensions, puis bon, moi je suis un citadin, donc quand tu arrives avec tes grands panards de Parisiens comme ça en plein milieu de la Creuse, tu passes pas inaperçu. Déjà le département ou la région d'à côté, c'est déjà l'étranger, donc moi j'arrive comme ça. Bon alors un peu dans mon malheur, vu que la Creuse a une histoire un petit peu d'expatriés de la Réunion, je crois, c'est ça.
Ouais. Donc moi les gens me prenaient pour un Réunionnais, donc ils étaient persuadés que j'étais un enfant qui avait été un peu abandonné confié, disons, par sa famille, et qui était venu en France métropolitaine. Donc ça va, je passais un petit peu, j'allais dire, dans le paysage local. Mais après, étant donné, comme tu dis, que la presse quotidienne régionale, ce qu'on appelle la PQR, me précédait souvent, voilà, c'est pour la discrétion, c'était un peu raté, quoi. C'est-à-dire que quand tu voyais en première page ta tronche s'étaler, c'était difficile de passer inaperçu. Mais après, c'est au quotidien, quoi. En fait, les gens, quand ils te voient évoluer, qu'ils lisent ce qu'ils lisent dans la presse, et puis après ils voient qu'au quotidien, tu poses pas de problème, ils finissent par se dire, entre les journaux et la réalité, il y a un monde. Et donc voilà, finalement, c'est un peu comme ça que de fil en aiguille, les gens ont commencé à relativiser, j'allais dire, le bruit médiatique et puis la réalité tangible. Tu cites Mandela, parce que c'est vrai que j'imagine que quand on est dans ta situation au fil des ans, il faut que tu te raccroches à des figures tutélaires. Bien sûr. Et Mandela, tu cites une citation que j'ai relevée qui est la suivante. L'honneur appartient à ceux qui n'abandonnent jamais la vérité, même lorsque les choses semblent sombres et sinistres, qui essaient encore et encore, qui ne sont jamais découragés par les insultes, l'humiliation et même la défaite. Tu t'inscris complètement dans cette idée. Oui, d'autant plus que j'ai quelques points communs avec Mandela. Mandela a été accusé d'être un terroriste pendant très longtemps. Il a été lui-même assigné à résidence. Et puis, il a eu aussi une histoire avec l'Algérie, puisque Mandela a passé quelques années de sa vie en Algérie pour notamment sa formation, j'allais dire, militaire et de guerre psychologique et politique, puisque c'était à l'époque où Alger était la Mecque des mouvements de libération nationale. Et donc Mandela a fait partie, au même titre que les Black Panthers ou les militants du FLNC ou certains militants du Pays Basque ou d'autres militants de causes diverses et variées, notamment je crois aussi le FLNKS. Donc ça a été un aimant un petit peu de tous ces mouvements qui recherchaient une certaine autodétermination, une certaine indépendance, une manière un peu d'échapper à l'orbite du colonialisme ou du néocolonialisme ou plus généralement d'une certaine forme d'impérialisme. Alors au moment où donc, je m'inscris un petit peu dans cette tradition de cette volonté vraiment de liberté pleine et assumée. On voit bien ce qui apparaît dans le livre, c'est que, surtout dans mon chapitre qui s'appelle 9 jalons sur les sentiers battants. C'est quoi les sentiers battants d'ailleurs? Pourquoi ça s'appelle? Alors les sentiers battants, c'est le contraire des sentiers battus en fait. Ça vient d'une citation de Jean Giono, qui dit que les sentiers battus n'ont aucun intérêt, et en fait les sentiers qui sont les plus prometteurs, et d'où le pseudo de sentier battant, le contraire de battu. Dans ce chapitre-là et dans d'autres, on comprend que la machine administrative contre toi, judiciaire, policière, puisque faut que les gens, faut répéter aux gens, c'est que tu es obligé d'aller pointer 3, voire parfois 4 fois par jour à la gendarmerie parce que pour prouver que tu quittes pas la ville et que tu es assigné à résidence. On cherche à te briser et on n'y parvient pas, puisque quand on te voit aujourd'hui, 21 ans après, t'as pas l'air d'être quelqu'un de brisé. Ta famille t'a beaucoup aidé. Ce qui est aussi hallucinant, ce que j'ai compris en lisant le bouquin, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a des gens du Rassemblement national ou les disent regardez ce que ce genre de type coûte à la société. En fait, tu t'es retrouvé des fois dans des assignations en résidence où tu t'es retrouvé à la rue. Il y avait pas d'hébergement, il y avait des endroits où tu n'avais pas de quoi bouffer puisqu'on t'interdit de travailler, et c'est ta femme ou ta belle famille qui subvient à tes besoins. Ça défie l'entendement. Oui, c'est complètement délirant. Effectivement, je me suis parfois retrouvé assigné à résidence sans résidence, donc sans domicile fixe. Donc ça a duré pendant près de 2 mois. C'était dans le Tarn, à Carmaux, avant que je m'installe avec ma femme et mes enfants. Je me suis retrouvé aussi quelquefois assigné à résidence, mais avec aucune prise en charge, si ce n'est de la chambre d'hôtel. Donc il fallait se débrouiller pour manger, pour réparer son vélo, pour
voilà, pour se tenir propre, en bonne santé, etc. Et donc ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'est clairement défaussé sur ma femme. En gros, en lui disant, enfin, le message était un petit peu, voilà, vous avez voulu Kamel Daoudi comme mari ou comme compagnon, voilà, maintenant il vous faut l'assumer. Alors que cette histoire d'assignation en résidence, c'est censé être quand même une mesure administrative de court terme, c'est-à-dire une mesure administrative en attendant justement une expulsion qui n'est plus effective depuis 14 ans maintenant. Alors, il y a des passages qui sont vraiment durs, quoi. Il y a des endroits où on te met, j'avais noté page 21, je sais pas pourquoi, avec un hôtelier qui veut te faire bouffer de la charcuterie, je sais, ou c'était quoi? Ouais, enfin, c'est pas tout à fait ça. Il veut pas me faire bouffer de la charcuterie, mais en gros, on se retrouve, là, à l'époque Sarkozy, je crois que c'est Monsieur Guéant ou bien Monsieur Hortefeux qui est ministre de l'Intérieur à l'époque. Et là, c'est pour te montrer un petit peu en plus, c'est-à-dire de cette comment dire de ces mesures kafkaïennes d'assignation à résidence, il y a aussi un côté un peu ubuesque, quoi, un côté de père ubu où voilà, on se permet en plus de faire de t'envoyer un peu des messages subliminaux, c'est-à-dire qu'on m'a assigné à résidence dans la capitale de la charcuterie, qui est Lacaune, qui est connu, quoi, pour ses salaisons. Et puis en plus, on m'a assigné à résidence dans un hôtel où à l'époque il y avait donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des Juifs qui étaient assignés à résidence et qui ont mal fini puisque il y a plusieurs dizaines, voire quelques centaines de Juifs européens ou même parfois français qui ont perdu la nationalité française par rapport aux lois de Laval et qui étaient assignés à résidence dans le même hôtel où je me trouvais moi. Donc il y a un côté comme ça tragicomique de l'histoire qui est assez hallucinant. Et quand je me retrouve à Lacaune, ouais, quand on te lit, on a l'impression. Je lis cette histoire-là et je me dis, il y a une historicité, tu vois. Je suis pas tout seul assigné à résidence. C'est déjà arrivé à des gens avant moi dans un contexte historique très différent. Et puis, et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Oui, mais on n'en a pas tiré de leçon, quoi. Quand on te lit, on se dit aussi qu'on t'a mis, toi, le musulman dans cette capitale française de la charcuterie. Oui, il y a ça aussi. Il y a ce côté aussi un peu grand guignol qui peut faire rire on va dire des ministres ou des hauts fonctionnaires qui ont décidé de faire un pari, parce que moi je m'imagine que en fait ils tirent mon prochain point de chute d'assignation en résidence, ils le tirent à pile ou face, quoi. Ou alors ils prennent, je sais pas, ils font tourner une planisphère ou une carte et puis ils pointent du doigt l'endroit où je vais me retrouver, parce que il y a aucune logique en fait. C'est ça aussi qui fait le côté kafkaïen et ubuesque de l'histoire. Il y a un côté kafkaïen et un côté kafkaïen au sens du roman de Franz Kafka, notamment Le Château. Il y a ce côté-là kafkaïen, et il y a le côté aussi père ubu avec des gens qui sont imbus de leur position d'autorité et pour qui tout est possible, quoi. Enfin, je veux dire, la fin justifie les moyens. Et encore plus avec le livre est court, mais ton histoire est tellement à la fois tragique et tumultueuse qu'on pourrait mais on peut pas malheureusement y passer des heures. Mais je voudrais quand même relever dans le genre, dans le genre profondément injuste et très dur à vivre. Cette pétition que tu racontes vers page 33-34 où on pétitionne contre ta famille, on t'interdit d'aller. Il y a un spectacle pour l'école. Il y a ce policier qui dit un fils de terroriste ne mérite pas de fréquenter la même crèche qu'un fils de Français. Et il y a toi, tu termines le chapitre en disant parce qu'il y a aussi, tu fais référence à la chanson de Papa Outé. Toujours est-il que tu écris à la fin du chapitre à mon fils qui lira lui-même ces quelques lignes quand il aura appris à lire. Mon fils, voilà pourquoi ton papa a été déplacé loin de la maison par le chef de la police. Il n'est pas parti parce qu'il ne t'aimait plus. Il n'est pas parti parce qu'il s'était disputé avec maman. Il est parti parce que dans ton pays, la France, aujourd'hui, on est papa ou terroriste. Tu peux raconter ce qui s'est passé ce jour-là? Enfin, c'était où? Alors c'était à Carmaux, donc dans le Tarn, et en fait c'est une histoire qui va s'étager pendant plusieurs mois. Ça va être une histoire à rebondissement. En gros, ma femme vient d'acquérir une maison
Donc, on a eu, enfin moi j'ai eu la garantie verbale, disons, du directeur de cabinet du ministre de l'époque, du ministre de l'Intérieur de l'époque, de ne pas être changé de lieu d'assignation à résidence, sauf circonstances exceptionnelles. Donc c'est bien sûr, c'est une garantie verbale, donc il y a aucun écrit pour dire voilà, Monsieur Daoudi, vous allez rester à Carmaux. Donc Carmaux qui est la patrie de Jaurès, donc qui est quand même un petit peu un fief quoi du Parti socialiste et du Parti communiste. Et donc ma femme, à l'époque, elle habitait encore dans la Creuse, donc elle décide d'acheter une maison pour apporter une certaine stabilité à la famille, notamment aux enfants qui commencent à grandir. Et puis l'assignation en résidence, tout ça, a un impact extrêmement délétère sur eux. Moi, ça me permet d'avoir un peu de grain à moudre, puisqu'on m'interdit de travailler. Je vais me lancer dans les travaux de rénovation de cette maison. Et je vais faire l'électricité, l'eau, enfin bref, vraiment investir tout mon temps là-dedans, dans ce projet-là. Et en fait, nous, on fait pas attention parce qu'on est à fond dans la maison. Et je sais pas si tu as déjà bossé dans une maison, mais quand tu travailles et tu fais de la rénovation, etc., tout ce qui se passe autour, etc., t'en fais complètement abstraction et t'es à fond dans la rénovation. Et donc, en fait, à cette époque-là, il s'avère qu'il y a 2 fonctionnaires de police qui sont en plus encartés au Front National, qui achètent une maison à quelques centaines de mètres de chez nous. Et quand ils découvrent en fait que nous on a acheté dans le même quartier qu'eux, ils pètent les plombs. Donc ils vont utiliser en fait le contexte de l'époque, qui sont les attentats de 2015, puis après notamment ceux de Magnanville, qui ont vu l'assassinat d'un couple de policiers aussi devant leurs enfants. Et donc en fait ils vont utiliser cette affaire-là, ils vont l'instrumentaliser alors que le contexte est complètement différent, mais ils vont réussir comme ça à manipuler les pouvoirs publics et arriver à leur fin en mettant en place, donc en disant qu'au départ c'est un problème de crèche, puis ensuite de fil en aiguille ils vont dire on n'est plus en sécurité, et puis comme ça de fil en aiguille ils vont arriver à insinuer une espèce de storytelling où ils vont dire nous on se sent pas en sécurité, il faut absolument que vous vous débarrassiez du cas Daoudi. Et comme ça, ils vont aller faire des pressions sur la directrice de la crèche pour faire en sorte que moi je retire mon enfant de la crèche, ou en tout cas que j'ai plus accès à la crèche. Puis après, ça va pas suffire parce que la directrice elle a dit non, Monsieur Daoudi ne pose aucun problème, donc c'est pas ici qu'il faut venir faire des problèmes. Donc ensuite, il va saisir le maire, il va raconter tout un ensemble de choses ordurières qui n'existent pas. Enfin, il va monter tout le voisinage contre moi en racontant des mensonges à mon encontre. Quel genre? Il va faire quel genre de mensonge? Dit par exemple, je vais passer pour quelqu'un ayant participé aux attentats du 11 septembre, par exemple, quelqu'un de très défavorablement connu des services de police, qui est extrêmement dangereux, qui pirate même des satellites. Enfin, vraiment, ça va partir dans des considérations complètement délirantes. Donc, il va brosser de moi un portrait au vitriol. Et dans le quartier, c'est des petites mamies, c'est des gens, il y a un couple de personnes un petit peu handicapées mentales. Donc il a un public, si tu veux, qui est facile à manipuler. Et comme ça, de fil en aiguille, il va instaurer toute une psychose dans le quartier. Ce couple-là va faire signer une pétition dans toute la ville. Et puis, il va en plus instrumentaliser l'aspect politique, puisque lui-même étant encarté au Front National, ainsi qu'un grand nombre de sa famille et de sa belle famille, il va faire monter la sauce, et donc je vais me retrouver avec des menaces de mort sur les réseaux sociaux, mais aussi en vrai. Et comme ça, il va tisser toute une toile pour brosser de moi, de ma femme et de mes enfants un portrait au vitriol. Donc, il fait une lettre anonyme. Enfin, il fait une lettre qui n'est pas anonyme pour le maire puisqu'il la signe. Mais par contre, moi, le maire me convoque. Il le convoque également pour essayer de trouver une solution à cette histoire-là. Lui refuse la convocation. Et moi, le maire me lit la lettre. Et quand il me lit la lettre, les bras m'en tombent. Parce qu'on décrit un personnage de fiction qui n'a absolument rien à voir avec moi. Donc moi, je dis au maire, il faut absolument trouver une solution à ce problème parce que ça risque de s'envenimer. Et c'est ce qui finit par arriver parce que après, donc ça, c'était avant les attentats
On est avant les attentats de Nice, avant les attentats de Magnanville. Et quand, effectivement, la France traverse toute cette période très difficile, qui est extrêmement difficile à vivre pour tout un chacun, et y compris pour moi et ma famille, parce que moi, chaque attentat qui arrive, c'est une peur que voilà, qu'on me mette ça sur le dos, alors que j'ai absolument rien à voir, mais qu'on m'associe, si tu veux, de près ou de loin, à des choses qui ne me concernent absolument pas. Et comme ça, donc de fil en aiguille, il va réussir à me faire dégager, puisque à un moment, la préfecture a décidé de perquisitionner mon domicile en l'absence de ma femme et de mes enfants. Ils vont mettre également une douzaine de gardes mobiles pendant environ 2 mois et demi devant chez moi, tout moteur allumé. Donc ils sont là, ils sont nourris, logés, blanchis, ils dorment à l'hôtel pendant 2 mois et demi, et donc en fait ils vont créer un trouble à l'ordre public de toutes pièces. C'est-à-dire que j'ai un camion de garde mobile qui est devant chez moi. Ils ont accès sur mon jardin. Le moteur est allumé, ça dérange tout le voisinage. Ils sont constamment en train de téléphoner à leur famille parce qu'ils s'emmerdent. Et puis voilà. Et puis avec l'état d'urgence, etc. C'est la psychose dans le quartier. Et donc, comme ça, il y a une perquisition administrative. Et puis, le préfet finit par dire, voilà, Monsieur Daoudi représente un danger. Il représente une atteinte à l'ordre public. Et ils finissent, moi, par me dégager à plus de 450 kilomètres de mon domicile familial. Mmh. Là, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle aurait pu s'arrêter là en se disant, voilà, il s'est débarrassé de moi, c'est terminé. Moi, je crois que c'est 1 mois ou 1 mois et demi après mon éloignement, comme ça. Donc, je me retrouve donc avec 4 pointages et avec un couvre-feu. Et ça, c'était où? C'était à Saint-Jean-d'Angély? C'était en Charente-Maritime. C'est un petit peu avant notre première rencontre. Mmh. Et là, cette famille-là, non contente de m'avoir dégagé sans aucune raison, juste en exploitant le contexte de psychose de l'époque, ils vont mettre en place un second coup, si tu veux. C'est-à-dire que moi, je vais envoyer un colis piégé, tu vois. C'est un lapsus un lapsus pas du tout révélateur. J'envoie un colis avec des jouets et des bouquins pour mes enfants. Voilà. C'est ma manière de garder un petit fil avec la famille. J'envoie un colis et ce colis-là, il atterrit sur le perron de leur porte. Alors quand tu reçois un colis qui t'est pas adressé, en général, tu prends le colis, tu le ramènes à la poste, et puis on réachemine le colis, et puis voilà, c'est terminé, l'histoire est close. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il est flic, il abuse de son pouvoir, il va voir le commandant qu'il connaît, puisque sa femme travaille dans le commissariat où moi je pointais. Il va voir le commandant, il téléphone, il fait tout un barouf, le commandant appelle la préfecture appelle le groupement de déminage de Toulouse, et le quartier est bouclé. Et lui, il est persuadé que c'est un colis piégé qui lui est destiné. Parce que le colis, il est un petit peu scotché de façon un peu maladroite et il se fait tout un film. Donc là, le groupement de déminage intervient, il boucle tout le quartier. Voilà, ma femme, il se trouve qu'elle oublie son téléphone à la maison. Donc, ils essayent de la joindre. Ils n'arrivent pas à la joindre. Et là, ils se font tout un film. C'est-à-dire, ils se disent qu'effectivement, c'est ma femme qui a fait exprès de mettre un colis pour faire peur aux voisins, pour se venger du fait qu'il m'ait éloigné du domicile familial. Et donc, ils n'arrivent pas à joindre ma femme. Et c'est ça qui l'a sauvée, puisque après, nous, en remettant les pièces dans l'ordre, on s'est aperçu qu'en fait, ce qu'ils recherchaient avant tout, c'était de piéger ma femme, en la faisant passer pour quelqu'un, pour une harceleuse, pour quelqu'un qui voulait en découdre avec eux. Donc, en fait, non content de m'avoir dégagé seulement moi, il voulait dégager et ma femme et mes enfants pour pouvoir jouir du quartier en toute tranquillité, en fait. Il voulait avoir ni le terroriste, ni la pain-bêche du terroriste, ni le rejeton du terroriste. Je mets des grosses guillemets à chaque fois. Donc là, c'est là où l'histoire devient complètement délirante, presque grand guignolesque, puisque là, c'est le chef en fait du groupe d'intervention qui m'appelle, donc moi qui suis censé avoir préparé le colis piégé, pour me demander quel est le contenu du colis. Alors
Moi, je lui dis, il y a juste des jouets et des livres. Il me dit, est-ce qu'il y a des jouets électroniques dedans? Je dis non, il y a absolument aucune électronique. C'est des jouets traditionnels en bois pour les petits enfants. Donc voilà, vous n'avez rien à craindre. Donc là, il y a un protocole bien précis. Ils font tout le protocole de A à Z. Ils scannent le colis, ils vérifient qu'effectivement il n'y a pas d'objet dangereux dedans. Enfin, il y a tout un processus qui dure un certain temps. Et puis, à la fin, ils se rendent compte que c'est un colis tout simple. Donc là, le colis, au lieu d'être cette fois-ci distribué à ma femme, puisque c'était à elle qu'il était destiné, à ma femme et mes enfants, ils le reconditionnent et ils l'emmènent à la poste et ils font croire qu'en fait, le colis n'est pas arrivé et c'est un autre colis. Donc ils essayent de noyer l'affaire, noyer l'affaire. Et ma femme, quand elle a vent de tout ça, parce qu'elle finit par arriver, puis on lui raconte toute l'histoire, c'est un peu comme l'Arlésienne, quoi. Elle arrive quand tout est fini, et puis on lui raconte l'histoire, et puis là, pareil, elle dit, mais c'est quoi ce délire? Et là, elle se rend compte qu'en fait, c'était vraiment un piège, que tout ça avait été orchestré pour la mêler à cette histoire-là et en faire quelqu'un de dangereux. Puisque son mari était dangereux, forcément, elle était dangereuse, et mes enfants aussi. Et donc là, en fait, elle va voir le commandant, elle lui passe un savon, vraiment, parce que les Creusois, faut pas les emmerder, je peux te dire. Et puis elle a une bonne partie de sa famille qui est soit dans l'armée, soit dans la police, soit dans. Donc voilà, ça lui fait pas peur, quoi, l'uniforme. Donc elle va voir le commandant et entre quatre yeux, il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez voulu me faire, etc. Puis il lui dit, non mais madame, c'est un non-événement. Il lui dit, comment ça, un non-événement? Là, vos rigolos, là, ils ont essayé de faire croire que moi j'avais déposé un colis piégé ou que mon mari avait envoyé un colis piégé à leur domicile et vous êtes en train de me dire qu'il y a un non-événement alors que l'équipe de déminage de Toulouse, il y en a 6 en France. Elle s'est déplacée, elle a bouclé tout le quartier a eu peur, ils ont cru qu'il allait y avoir un attentat dans le quartier et vous êtes en train de me dire que c'est un non-événement. Donc elle a porté plainte, elle a fini par porter plainte pour harcèlement contre ce couple de flics encartés en Front National et l'affaire suit son cours. Elle a toujours pas été jugée, donc pas définitivement en tout cas, donc c'est pour ça que je peux pas trop en parler. Mais voilà. Voilà, c'est pour te dire Encore une histoire qui est troublante, c'est ce qui arrive au lycée. Enfin, la manière dont on interprète le devoir de ta belle-fille. Est-ce que tu peux raconter ça? Et après, là aussi, donc c'est ma belle-fille, donc elle me ressemble pas du tout. Elle est blonde aux yeux bleus, voilà. Elle n'est pas du tout, comment dire, apparentée, comme diraient les Deschiens. Sinon, tu retrouves où qui sont tes papiers. Mais... Bon, tu sais pas où qui sont? Non, c'est pas. Ils sont pas dans le tiroir de la commode? Non. Ils sont pas sur la télé? Non. Tu sais pas où ils sont? En jouant des fois au badminton, je vais pas laisser sur le banc, je les ai laissés sur le banc. Non. Bon, faut que tu ailles voir Yolande, sinon c'est conduit à la frontière, ma pauvre Yolande. Ma pauvre Yolande. Ça me fait deuil, mais je serais obligé de te dénoncer. Bon. Alors là, c'est pareil. Ma belle-fille, donc à l'époque, elle a 12 ans. À l'époque des faits, elle a 12 ans. Donc, ils ont un devoir à faire qui se passe au centre de documentation du collège. Et donc, le sujet concerne la Seconde Guerre mondiale et notamment tout le sort malheureux qui a été réservé aux Juifs. Et donc, dans un des documents, en fait, il y a la chanson des partisans. Et bon, tu connais la chanson des partisans, je pense par cœur. Tu pourrais être capable de me la chanter presque a cappella, je pense. À un moment, il est question de couteau. Oh, il est tueur à la balle et au couteau, tu évites. Moi, je la connais pas par cœur. Mais donc, il y a des questions qui concernent. Et en fait, une des questions, c'est quelles étaient les armes utilisées par les partisans pour combattre leurs ennemis, etc. Et donc, ma fille, à l'époque, elle dit des machettes, parce que ma femme, qui est aussi prof et qui est notamment prof d'histoire, elle lui avait fait, si tu veux, le rapport entre ce qu'avaient subi les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et puis ce qui s'était passé au Rwanda et en République démocratique du Congo. Donc, elle lui avait expliqué ce que c'était qu'un génocide, etc. Elle avait fait un petit peu... Ses neurones avaient un petit peu fait un petit court-circuit, donc elle avait confondu les longs couteaux et puis les machettes. Donc là, le prof s'énerve et dit, lui dit non mais c'est quoi cette réponse, etc.
Et bon, enfin bref, là les choses s'enveniment un petit peu et à un moment. Et à un moment, elle pose une question. Enfin, le prof, il pose une question et elle voit que le prof, il la regarde mal, qu'en fait. Et puis, elle a 12 ans à l'époque. Mais si tu veux, avec l'assignation à résidence que je subis et que subit toute ma famille, elle a acquis une intelligence sociale qui est extraordinaire. Et donc, elle dit, au fait, monsieur, c'est quoi la différence entre le terrorisme et la résistance? À 12 ans, hein. Et alors lui, il est gêné, etc. Donc il répond rien parce qu'elle voit qu'elle se sent visée. Parce qu'à l'époque, tu sais, elle se fait appeler la petite fille d'Al-Qaïda. Donc c'est pour te contextualiser un peu le truc. Donc elle voit bien qu'elle est stigmatisée, etc. Et puis en fait que ce gars-là, bon bah, il appartient un peu à la fachosphère, quoi. Il a beau être sans travailler à l'école de la République, bon, bah, il a des idées assez arrêtées. Donc là, bah, il répond pas et puis elle tape comme ça du coup de sa copine. Elle lui dit mais il est sourd ou quoi? Et là il entend par contre. Donc là il se met dans une colère noire. Il la grippe, il l'attrape et il la sort manu militari du centre de documentation. Et en passant, il y a des espèces de crochets pour accrocher les affiches de l'exposé. Et là il est à deux doigts de l'éborgner, quoi. Donc là, il sent qu'il a fait une gaffe. En plus, c'est sous témoin. Il y a tous ses camarades de classe qui ont vu la scène. Il sait que j'ai des bons avocats. Il se dit, merde, ça va chier pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il monte tout un scénario et il va avec sa collègue qui n'a rien vu, qui est dans une autre pièce du centre de documentation, et il va inventer une histoire comme quoi Myriam a tenu des propos xénophobes et des propos antisémites pendant le cours. C'est totalement faux. Oui. Et donc, il fait un rapport. Le rapport monte chez le proviseur. Le proviseur, bah, à l'époque, à cause de la loi Taubira, le proviseur essaye d'appeler ma femme, mais ma femme ne répond pas parce que le téléphone, elle l'a oublié dans la machine à laver. Elle a un problème avec les téléphones. Elle l'a oublié dans la machine à laver. Enfin, bref. Et puis, mais on voit que par contre, notre belle-fille, enfin ma belle-fille et sa fille à elle, on voit qu'elle n'est pas bien, etc. Alors au début, on croit qu'elle est malade, mais en fait, elle n'ose pas nous avouer ce qui s'est passé. Donc l'affaire monte au rectorat, et puis ça monte carrément. On apprendra que ça monte jusqu'au ministère de l'Éducation nationale. Bah oui, parce que ça va te poursuivre dans les procès qu'on te fait. Ouais, tout à fait. Donc après, ça va devenir une espèce de vérité révélée. Comme quoi j'aurais instrumentalisé ma fille et que c'est à mon contact qu'elle aurait été radicalisée. Alors qu'au départ, c'est une affaire d'un gars tout simplement qui fait une connerie, qui est un petit peu facho sur les bords et qui sait pas comment se sortir de la panade et qui va inventer une histoire montée de toutes pièces. Et nous, il a fallu qu'on interroge tous les gamins, qu'on les fasse témoigner, qu'on essaye de retrouver l'adresse de leurs parents, etc., pour apporter un contre-discours. Donc cette affaire-là, elle va venir empoisonner l'existence de ma belle-fille pendant une année. Pendant une année, ça va lui foutre en l'air sa scolarité. D'ailleurs, à l'issue de cette année, donc là, ils essayent quand même malgré tout de lui faire un stage citoyen, c'est-à-dire d'essayer de valider le scénario en disant qu'elle a vraiment tenu des propos antisémites. Ma femme, elle est convoquée donc devant son employeur parce qu'elle est convoquée au rectorat, étant elle-même prof. Donc t'imagines, ça a des contre-coups sur sa propre carrière. Et donc là, elle est obligée de se justifier. On prend une avocate, on paye quand même une somme assez importante, et ça va nous empoisonner l'existence pendant comme ça une année. Et finalement, ça va se conclure par un non-lieu. Et bien que cette affaire-là ait été conclue par un non-lieu et que le gars qui est à l'origine de cette affaire-là a été dégagé dans un autre établissement, et puis que par la suite on ait appris que finalement ce gars-là, s'il était au poste où il était, c'est qu'il avait déjà eu des problèmes auparavant et que en fait il était de notoriété publique, qu'il avait causé déjà des problèmes pendant sa carrière, et c'est pour ça qu'il se trouvait à ce poste un petit peu placardisé. Mais malheureusement, pour le ministère de l'Intérieur, pour la place Beauvau et pour notamment la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, il va y avoir cette vérité comme quoi je suis un manipulateur et que j'instrumentalise ma fille qui tient des propos antisémites à l'école.
Et d'ailleurs, tu en parles dans le livre, en 2017, il y a une audience au tribunal administratif. On te présente comme évidemment un terroriste qui bat sa femme, qui met des idées terroristes dans la tête de sa fille. Plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Ouais. Et il faut citer d'ailleurs la représentante du ministère de l'Intérieur. C'est une avocate qui s'appelle Pascale L'Église, parce que j'ai retenu son nom. Et le président du tribunal s'appelle Monsieur Sellerier. Enfin, c'est toi qui écrit dans le livre. Et en fait, ces gens-là ils veulent pas t'entendre, quoi. Elle reprend. Et elle reprend pour argent comptant toutes les notes blanches, en fait. Ouais. C'est des vérités révélées. Voilà. Et toi, tu courbes jamais les chines. Tu as une sorte d'énergie grâce aussi à ta femme, j'imagine. Mes enfants, qui sont quand même mes principaux soutiens, il faut le dire. Donc voilà. Et alors, tout ça, c'est un petit livre, mais je te dis, c'est bien que tu racontes pour que les gens comprennent comment dire. Oui, tu parlais de Kafka, mais on est vraiment dans. Enfin, c'est quand même délirant, quoi. Comment on fabrique complètement ces fake news et comment ça te poursuit depuis 21 ans. Il faut absolument. C'est impossible de t'imaginer innocent de son tentacule. C'est un truc qui est quand même dingue. Et on en arrive donc là. À cette manif, je voudrais encore parler de ça parce que donc là tu vas avoir combien de lieux d'assignation? Là j'en suis au 7e. En fait, je suis passé de la Creuse vers la Haute-Marne, donc pas loin de chez toi là. Et puis ensuite, excuse-moi, je sais pas si j'ai révélé un secret. Non, mais je suis loin de la Haute-Marne quand même. Je suis en Moselle, moi. Tu sais, pour un Parisien, c'est un peu la même chose. Je sais. Mais bon. Non, mais donc après je suis allé dans le Tarn et en Charente-Maritime et puis maintenant je suis dans le Cantal. Donc là c'est mon 7e point de chute. Ouais. La manif Aurillac, c'est à Aurillac que ça se passe avec Génération Identitaire. Voilà, les mecs avec des mégaphones, Génération Identitaire, qui sont devant chez toi, qui disent Kamel Daoudi, toujours islamiste, on vient de chercher. Kamel Daoudi, maintenant c'est fini, il faut que tu retournes en Algérie. Kamel Daoudi, etc., islamiste hors de France, enfin, c'est des gens qui hurlent devant chez toi, on est chez nous, etc. Et évidemment, qui sont intoxiqués par tout ce qu'on raconte. Mais heureusement, il y a toujours ces mauvaises nouvelles, puis il y en a des bonnes. Heureusement, à Aurillac, il y a des gens qui ont appris à t'apprécier, tu t'intègres. Il y a un bistrot associatif où ça s'appelle la Loupiote. Ouais. Et ces gens-là, c'est pour ça d'ailleurs que tu en arrives finalement à écrire ce livre. Et puis c'est aussi parce que tu es resté un jour un peu trop tard que tu vas te faire à nouveau incarcérer. Oui. Oui, il y a des épisodes comme ça, il y en a pas mal et effectivement tout ce qui est dans le bouquin est rigoureusement vrai, quoi. Il y a rien, il y a aucune exagération. Les seuls éléments qui ne sont pas vrais, ce sont dans les courriers qui ont été envoyés. J'ai été obligé d'utiliser des noms d'emprunt, donc des pseudos. Donc c'est les courriers qui sont publiés à un moment, des courriers de prison. Mais hormis les prénoms donc de signature de ces courriers-là, qui sont signés de ma plume, mais sous des prête-noms, tout est rigoureusement vrai. Et il y a plein d'articles de presse pour en attester, des procédures administratives, etc. Alors, avant de conclure, je voudrais te citer encore vers la fin du bouquin. J'avais noté ce très court paragraphe. La répétition imposée de tâches humiliantes, dégradantes et absurdes finit par faire disjoncter l'esprit humain pour permettre au corps de continuer à les perpétuer, même mort-vivant. Paradoxalement, cette évasion de l'humanité est une pulsion de vie qui permet de mourir dignement. C'est finalement la victime même de ce harcèlement traumatique qui finit par concrétiser la prophétie autoréalisatrice du bourreau, consistant à démontrer que certains individus ne font pas partie de l'humanité. La déshumanisation devient une solution pour qui résiste à la répétition de tâches absurdes. Voilà pourquoi vous regarderez d'un œil neuf ma course cycliste, etc. C'est parce que tu te déplaces tous les jours à vélo pour aller
Mon empreinte carbone, je crois que c'est l'une des meilleures en France. Faire du vélo depuis 21 ans, depuis 14 ans, et puis depuis 21 ans, parce qu'en prison, t'as pas une grosse empreinte carbone non plus. Hein. Non, mais je crois que c'est pas donné à tout le monde. On te reproche de pas courber les chines, d'être toujours libre dans ta tête. On reproche à ta famille, on te reproche d'avoir une famille, on te reproche de te soutenir, que cette famille te soutient, enfin, etc., etc. Enfin, évidemment, je peux te souhaiter que de te sortir de cette merde, mais au bout de 21 ans, je sais pas quel espoir tu vois. Est-ce que ce livre peut aider peut-être à ce qu'on connaisse un peu mieux moi, ce livre-là, c'est un peu un médicament aussi. C'est une manière aussi de prendre de la distance par rapport à mon quotidien, qui est très particulier, parce que bon, là, je te le raconte un petit peu avec détachement, parce que là, la rencontre qu'on a ensemble, c'est un petit peu une cerise sur le gâteau de l'assignation à résidence. Des petits moments comme ça, il y en a très peu en fait dans ma vie, et donc ils sont assez privilégiés. Donc tu me vois souriant, faisant un petit peu le pitre, etc. Parce que c'est mon caractère. Mais sinon le reste du temps, c'est beaucoup d'ennuis, c'est beaucoup de tâches absurdes, et c'est surtout une déshumanisation, au point que en fait j'ai un rapport au temps et à l'espace qui est complètement différent de tout un chacun. C'est-à-dire, moi, si tu veux, le temps, il se dilate en quelque sorte, mais je sais pas si tu as vu le film Un jour sans fin, il finit par savoir par cœur ce qu'il va faire à la minute près, etc. C'est le jour de la marmotte. D'un jour sans fin. Je ne fais que revivre le même jour encore et encore. Donc là, c'est un peu comique, mais moi, dans mon histoire, c'est tragique, parce que ça fait 14 ans que ça dure. Et puis, surtout dans cette histoire-là, je suis pas le seul à faire les frais du ministère de l'Intérieur. Il y a ma femme, il y a mes enfants, et eux, ils ont rien demandé. Moi, à la rigueur, on peut dire, voilà, c'est de bonne guerre. Bon, il a joué, il a perdu, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. J'entends, j'allais dire, si je me positionne vraiment dans la peau du plus ingrat des ministres de l'Intérieur, c'est audible. J'allais dire, c'est de bonne guerre, c'est de la réelle politique, c'est tout ce que tu veux, c'est du cynisme, etc. Mais ma femme et mes enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'histoire? Pourquoi ils se retrouvent comme ça à vivre ces situations complètement absurdes? D'autant plus que les décisionnaires savent pertinemment que de toute façon, je suis inexpulsable, parce que je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans, que j'ai eu la nationalité française, que mes parents ont été français, puisque l'Algérie était française avant qu'ils soient nés, et puis même pendant quand ils étaient nés, ils faisaient partie de ce qu'on appelait l'empire colonial français. Donc ils peuvent réintégrer la nationalité française à tout moment. Mes frères et sœurs sont tous français. Mes enfants sont nés sur le territoire français. Ma femme est française depuis des millénaires. J'allais dire. Ouais. Donc en fait, on a vraiment l'absurdité de l'administration dans son plus simple appareil, quoi. Et parce que là, il faut dire que ta femme et tes enfants sont toujours éloignés de toi. Là, tu es à Aurillac. Ouais. Eux sont à Carmaux, ou ils sont... Ouais, ils sont à Carmaux. Ma femme, la fille, on lui a donné l'assurance que je serais pas changé de lieu d'assignation à résidence. Donc, elle a fini par demander sa mutation là-bas. Mais la mutation, elle peut pas la demander 36 000 fois. Donc là, elle était dans la Creuse, elle est allée dans le Tarn. Puis maintenant que les enfants ont une certaine stabilité, qu'ils commencent à avoir un peu des amis, etc., elle va pas les chambouler. Et puis même si elle vient me rejoindre ici, elle est toujours dans la maison à Carmaux avec les mecs du FN, ou elle est... Comment? Elle est toujours elle est toujours à l'endroit où les gens avaient essayé. Ouais, elle a toujours ses voisins encombrants. Et donc eux, ils sont toujours là, toujours aussi rebutés, toujours persuadés qu'elle va en découdre avec eux, alors que c'est eux qui veulent la dégager. Et puis moi, je suis toujours à 2h30 de route, quoi. Ouais. Donc c'est une situation inexplicable, et ça ne change rien, parce que en fait ma femme, elle travaille 5 jours sur 7, et elle vient me voir ici le week-end avec les enfants. Et donc là je suis dans une bibliothèque, donc je vais devoir j'ai un peu forcé les choses, parce que non, mais on va devoir mettre fin malheureusement. J'ai mis encore un mot au niveau administratif et judiciaire. Ouais. Qu'est-ce qui peut arriver maintenant pour te sortir de cette merde? T'en es où au niveau des recours et de tout ça? Moi, au niveau des recours, donc j'ai une audience là qui est vachement importante le 22 juin prochain à 10h. Ça se passe à l'île de la Cité, au palais de justice là, justement à la galerie Saint-Éloi. Donc là, la cour d'appel, en fait,
m'avait refusé ma requête j'avais fait une demande de relèvement, c'est-à-dire j'avais demandé que l'interdiction définitive du territoire français soit levée. Donc pour la 3e fois, la Cour d'appel de Paris a refusé. Donc j'ai saisi la Cour de cassation. La Cour de cassation a dit vous ne pouvez pas utiliser le même argumentaire qu'il y a 14 ans. Il va falloir innover un petit peu. Donc l'histoire là on leur a un peu tiré les oreilles. Et donc là, il y a une nouvelle formation qui doit me juger le 22 juin prochain. Ils doivent déterminer si je suis toujours interdit du territoire ou pas. D'accord. Et puis enfin, il y a une seconde procédure qui est vachement importante. J'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour une seconde fois pour demander en fait que la Cour européenne des droits de l'homme juge si l'interdiction définitive du territoire français et l'assignation à résidence qui m'est faite, est-ce qu'elle est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme? Et surtout, est-ce que cette mesure est privative de liberté ou est-ce qu'elle est restrictive de liberté? Et ça change selon qu'elle soit privative ou restrictive de liberté. Eh bien, ça change le sort que j'aurai. Et la France pourrait et devrait être condamnée et tu devrais toucher des dommages et intérêts vu le sort qu'on te fait subir depuis 21 ans maintenant, quoi. Écoute, j'en suis pas là parce que là, je suis encore au 3e filtre. Donc, j'ai bon espoir de passer le 3e filtre. Moi, j'ai demandé de toute façon avant de saisir la Cour européenne des droits de l'homme qui a un règlement à l'amiable avec le gouvernement français. Le gouvernement français s'échine à vouloir résoudre les choses par la force brute. Et donc, ils ont refusé ce règlement. C'est-à-dire, moi, je leur ai demandé simplement, bon, OK, on oublie ces 14 ans d'assignation à résidence. Je veux simplement que vous arrêtiez que l'interdiction définitive du territoire français soit levée et que je puisse avoir une vie normale. Puisque de toute façon, vous ne pourrez pas m'expulser vers mon pays d'origine. Il n'y a aucun pays d'accueil qui veut m'accueillir. Donc, on tourne en rond. Donc, la solution, elle est de votre côté. Ça ne sert à rien de s'échiner dans un cercle vicieux qui n'a aucune solution, quoi. Écoute, je te remercie. Je te souhaite évidemment de te sortir de ce labyrinthe et j'invite les gens qui nous ont regardés à commander de livres ou à aller dans des librairies pour Merci beaucoup, Denis. Un petit mot quand même pour mon éditeur. Donc, c'est les éditions du Bout de la Ville. Et donc, ce bouquin, il sort aux côtés d'autres bouquins qui sont tout aussi intéressants. C'est la collection Adresse. Et en fait, c'est des parcours de vie un petit peu particuliers. Et notamment, il y a le bouquin d'un certain Marius Jacob, qui était un anarchiste qui détroussait les bourgeois pour donner aux pauvres. C'était un petit peu le Robin des Bois français et qui a été jugé au début du XXe siècle. Et son bouquin est vraiment sympa. Et je vous exhorte aussi à le lire. Voilà, il est pas cher, c'est 10 €. Ouais, je sais. Et elles sont situées où, ces éditions? Eh ben, elles sont pas à Paris. Alors, je saurais pas te dire où exactement, mais c'est en province et c'est une petite maison d'édition qui commence à avoir de la niaque et faut les encourager. Eh ben, qui envoie le bouquin et on fera peut-être un zoom ultérieurement. Je te souhaite une bonne fin de journée, que tu vas retrouver tes appartements et je te préviens quand on sort cette émission, tu seras prévenu et j'espère que tu embrasses ta famille pour moi et puis que vous allez vous sortir bientôt de ce labyrinthe, quoi. À bientôt. Je le souhaite. Merci beaucoup, Denis, et merci à toute l'équipe de Blast.